Rebonjour à tous. Je vais sonner le début de l'après-midi. J'espère que vous avez pu vous restaurer, apprécier le déjeuner. Certains d'entre vous avaient des questions sur le traiteur. J'en profite juste pour dire un mot. Il s'agit de Meet My Mama. Et donc, c'est un traiteur qui collabore avec des femmes réfugiées et qui les accompagne dans leur process pour qu'elles puissent devenir elles-mêmes traiteurs. Et donc, aujourd'hui, vous avez aussi contribué à une bonne action et au développement et à l'insertion de femmes avec Meet My Mama. Donc, c'est pour ça que vous avez pu voyager dans un même repas au Sri Lanka, en Afrique, à différents endroits, puisqu'elles cuisinent avec leurs recettes de leur pays et de leurs origines. Donc j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez bien rechargé votre énergie parce qu'on a un super talk pour ce début d'après-midi. On n'a pas eu de champagne, mais c'est Brut qui va venir nous rejoindre sur scène avec Clément et Adrien. De chez Brut, et avec eux, on va aller découvrir comment l'IA générative révolutionne le domaine de la production vidéo en surmontant aussi les challenges linguistiques. Donc ce qui est super, c'est que vous ne le savez pas, mais vous avez déjà utilisé leurs produits, parce que je pense que vous avez tous un moment passé du temps à enchaîner ou vous enfiler quelques-unes des vidéos de Brut le soir, de plus en plus, voilà. Et donc, ils vont nous faire un retour d'expérience sur les difficultés, les leçons qu'ils ont pu apprendre. Et vous allez donc en apprendre un peu plus sur ces vidéos que vous êtes amenés tous à regarder tous les jours. Donc, je vous invite à applaudir du coup nos prochains speakers. Merci. Bonjour à tous. Bon, c'est bien, vous êtes nombreux, c'est cool. Déjà, première petite question. Il y en a qui regardent des vidéos brutes ou qui ont déjà regardé des vidéos brutes? Ah, ça va, on touche pas encore tout le monde, donc on peut faire bien. Je vais rapidement me présenter, puis je laisserai la parole aussi à Clément pour qu'il se présente. Moi, je suis Head of Data chez Brut depuis pas si longtemps que ça, puisque ça fait 2 ans que j'ai rejoint les équipes. Historiquement, Brut, vous le connaissez, c'est plutôt un média, c'est pas du tout une boîte tech ou quoi que ce soit. La data était assez étrangère, parce que c'est des journalistes principalement, donc ils sont très très éloignés de la data. Et du coup, on a fait pas mal de choses depuis. On a notamment constitué une équipe, et notamment Clément qui est en charge de toute la partie data engineering. Mais je te laisse. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Ça fait 2 ans que je suis chez Brut aussi. Et je m'occupe de la partie engineering. Et du coup, on a séparé ça en 2 parties. Une partie où on va plus vous raconter un petit peu la Gen AI, même si vous en avez sans doute déjà pas mal entendu parler, et plus particulièrement à faire un focus sur ce qu'on y fait avec. Bon, alors évidemment, on est de la data, donc forcément, on fait un peu de petits chiffres, juste pour que vous ayez un peu en tête, parce que la plupart du temps, quand on s'adresse à un public français, Brut, c'est assez connu, mais on pense que c'est très franco-français. Et en fait, véritablement, c'est un média qui est international. On est présent dans l'ensemble des continents, plus particulièrement en Inde, où c'est la plus forte audience qu'on a, et puis aux États-Unis. Et on développe depuis à peu près 1 an maintenant toute la partie Afrique. Donc voilà, vous avez quelques chiffres qui sont un peu datés, mais c'est les chiffres qu'on a le droit de partager, donc c'est cool. Donc je vais rentrer de suite dans le vif du sujet. Je vous ai mis un petit récapitulatif des différents sorties, des différents modèles de Gen AI qu'on connaît. Il y en a plein d'autres. On a volontairement fait un petit focus sur ce qui a fait parler il y a quelques mois maintenant sur la partie ChatGPT. Là-dessus, vous avez différentes choses. Grosso modo, ce qu'il y a à retenir sur ces slides, c'est que ce n'est pas tout à fait récent. On en parle beaucoup maintenant, mais en fait, ça fait quand même déjà quelques temps qu'on en a déjà pas mal parlé. Ce qui a véritablement changé en fait, entre avant et maintenant, c'est que ce ne sont plus des personnes techniques qui les utilisent, mais à peu près tout le monde. Parce que ChatGPT, qu'est-ce qu'il a révolutionné? C'est plutôt la partie interface et la partie exploitation de ce type de modèle, avec une interface de petit chat qui est relativement user-friendly. Et ça, c'est quand même assez important. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de son, mais ça va. Donc nous, on a été lancé donc, il y a à peu près 2 ans. Le ChatGPT est arrivé fin 2022 au grand public. Il y avait déjà des modèles accessibles pour des ingénieurs. Évidemment, dans une conférence de rédaction, quand vous avez un modèle qui vous dit tiens, on a une intelligence artificielle qui fait tout, on en parle beaucoup, et il y a eu beaucoup de fantasmes en interne, chez nous, notamment il y a pas mal de journalistes qui se sont dit tiens, on ne sert plus à rien, parce qu'en fait, les gens peuvent taper tout simplement avec ChatGPT, interagir avec, et puis ils auront toutes les informations qu'ils voudront. Alors évidemment, si vous avez utilisé ou si vous connaissez un petit peu ce type de modèle, vous savez que c'est faux. Cool, les vidéos se lancent. Je vous ai mis quelques petits sujets, quelques petits projets qui ont été faits à peu près dans le grand public. Donc comme je disais, ce type de modèle, principalement, la grande sensation qui s'est prodiguée il y a quelques mois, c'est que tout le monde
peut en faire, et notamment des créatifs. Donc là, vous avez toute la partie, ce qu'a fait Adobe. Là, vous avez quelqu'un qui s'est amusé à faire un micro court-métrage à partir uniquement de ce type de modèle. Et puis, vous avez carrément des personnes qui ont monté des business avec. Typiquement, là, vous avez une influenceuse qui n'existe pas et sur lequel elle arrive quand même à contractualiser avec des marques, etc. Notamment, il y en a d'autres qui ont fait exactement la même chose. Mais il y a marqué l'influenceuse 100% IA qui a généré jusqu'à 11 000 € par mois sur Instagram. Il y a quand même des boîtes derrière qui gèrent ce type de médias, parce que ça reste des médias, les influenceurs. Mais du coup, voilà, on peut dire qu'il y a quand même un changement de paradigme qui s'opère. Voilà, c'est là où je clique plusieurs fois. Alors évidemment, qui dit le fait que ça peut être utilisé par tout le monde, il y a des personnes qui sont bien intentionnées, il y a des personnes qui sont là pour faire de l'argent, et puis il y a des personnes qui sont là pour faire un peu des choses qui sont un peu limite, voire franchement illégales. Et donc, notamment, il y a toute la question qui est soulevée par ce type de modèle, tout ce qui est la question des fake news, tout ce qui est la question de transformer l'existant, enfin l'irréel et de le rendre réel. Et tout ça, c'est évidemment des questions sur lesquelles il faut adresser. Pour l'instant, on est sur un domaine qui est relativement immature pour plein de raisons. Il y a déjà, c'est très immature en termes de technologie. On est en permanence en train de faire évoluer nos modèles et c'est très immature dans leur utilisation. Il y a encore plein de choses à découvrir, il y a encore plein de choses à explorer. Et c'est plutôt, nous, notre vocation, chez Brut en tout cas, c'est plutôt de se dire que, alors on ne partage pas tout la ligne gouvernementale, mais celle-ci, on peut à peu près la partager. C'est l'idée, c'est de dire, bon, il y a plein de choses à faire. Essayons déjà de creuser de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire avant de vouloir réguler quoi que ce soit, sachant que de toute façon, les régulations, en général, c'est pour mettre des contraintes qui sont la plupart du temps du bon sens. C'est-à-dire que, typiquement, la RGPD, quand elle est arrivée, alors il y a plein d'entreprises qui ont dit ah tiens c'est la catastrophe, etc. Mais en fait, relativement, quand vous lisez les choses, c'est relativement du bon sens que des entreprises normalement mal intentionnées n'auraient jamais dû faire, mais tout simplement par éthique personnelle. Et du coup, l'éthique, on en a beaucoup chez Brut, donc on ne fait pas des choses illégales. On teste plein de choses. On teste plein de choses, notamment des journalistes, etc. On leur met dans les mains des produits, des sujets, etc. Et puis ils font des tentatives. Donc là, vous avez, donc on a une chaîne qui s'appelle Brutia sur laquelle vous pouvez retrouver un petit peu toutes nos explorations. Alors c'est très erratique ce qu'on propose. Il y a à la fois des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien, etc. Mais en fait, pour nous, ça nous fait un retour d'expérience. Mais au lieu de se dire qu'on se le fait chez nous, etc., in-house, finalement, tout le monde peut un peu voir un petit peu ce qu'on fait. Là, vous avez toute une série où c'est des avatars. Donc, c'est nos journalistes, en fait. On les a mis en avatar et puis on leur a fait dire des textes. Donc, ça a surpris quelques journalistes de se voir et puis de voir la voice cloning et de les faire parler, etc. Donc, il y en a certains qui ont un peu flippé, évidemment. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, tiens, c'est rigolo, on peut faire plein de choses. Vous avez évidemment la même chose, mais à part qu'on va générer carrément des avatars indépendants et autres. On peut aussi générer tout ce qui est du texte. Notamment, par exemple, il y a des petits trucs qu'on s'amuse à faire qui sont générer automatiquement une vidéo à partir de breaking news. Alors, très schématiquement, c'est prendre les dépêches de l'AFP et puis inscrire ça dans une vidéo et autres, parce que l'AFP, c'est du support papier et nous, on est plutôt un média vidéo. Alors, on ne fait pas ça pour l'instant. Mais en fait, c'est intéressant de se poser la question de savoir si ce type de modèle peut quand même transformer le rapport qu'on a à l'information. Et puis voilà, vous avez aussi, il y en a un chez nous, côté journaliste, qui est un peu petit bidouilleur, etc. et qui s'est amusé à faire parler deux robots entre eux pour disserter sur est-ce que ce film-là est bon ou pas bon, etc. Donc ils rebondissaient les uns avec les autres. Et si vous êtes utilisateur de la plateforme Twitch est assez sympathique parce que vous pouvez interagir, enfin le public peut interagir avec assez facilement avec la personne qui est en train de diffuser des vidéos. Alors on va vous parler spécifiquement d'un problème qui est la partie comment je fais pour traduire des vidéos. Je vais l'introduire après, mais en fait, ce que vous voyez peut-être pas très bien, mais grosso modo là c'est ce qui est en gris. On fait plein de choses avec des modèles. On fait évidemment tout ce qui est la partie social listening. Typiquement, il y a des petites actions qui sont un petit peu bêtes, mais qu'on ne faisait pas systématiquement, qui sont écouter ce que nous dit notre public. Il y a une zone commentaire, il y a des gens qui commentent. Historiquement, on s'y intéressait pas sur toutes les vidéos, etc. Là, maintenant, c'est un petit peu l'idée de dire, tiens, on veut savoir précisément ce que les gens nous racontent dans nos vidéos, sans qu'on ait besoin de s'éplucher les milliers de pages de commentaires. Il y a beaucoup d'informations sur les vidéos qui sont contenues intrinsèquement dans la vidéo et qui ne sont pas véritablement stockées, c'est ce qu'on appelle les métadonnées autour de nos vidéos, donc c'est toute la partie content management. Grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est typiquement vous interrogez Emmanuel Macron,
bon, bah, le journaliste qui a interrogé Emmanuel Macron et celui qui visionne la vidéo sait qu'il y a Emmanuel Macron dans la vidéo, mais celui qui va travailler comme nous, côté data, la vidéo, bah, on ne sait pas particulièrement qu'il y a Emmanuel Macron dedans. Donc ça veut dire qu'il faut repasser toutes les vidéos, les screener, etc. automatiquement, exporter, savoir s'il y a des célébrités ou pas, de qu'est-ce qu'ils font ces célébrités, dans quel contexte ils sont, etc. Et donc tout ça, on peut l'automatiser, alors que historiquement, on ne le faisait pas forcément, ou on le faisait très manuellement. Donc du coup, ça prenait beaucoup de temps. Bon, je vais passer un petit peu là-dessus. Il y a aussi toute une partie que moi j'aime bien sur la partie technique, c'est que typiquement on avait des problèmes de documentation. Peut-être que vous avez des problèmes de documentation. En général, la documentation, chez nous, elle est extrêmement bien faite quand le projet sort. C'est plutôt bien fait. Et puis le projet évolue et puis la documentation est moins bien mise à jour. Et typiquement, il y a un truc qui est tout bête, c'est que vous pouvez faire passer votre code dans un modèle ChatGPT ou peu importe, un LM, et il est capable de vous faire la V0 de la documentation. Et franchement, c'est plutôt cool de ne pas partir d'une feuille blanche pour ce genre de truc qui, enfin moi en tout cas, ça m'excite pas particulièrement. Je vais exprès un peu vite pour laisser un peu plus la parole à Clément, mais je vous introduis un petit peu le sujet. Nous, on avait une grosse difficulté, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est un média mondial, et le problème, c'est que nos vidéos, nos rédactions, etc., elles sont très organisées par pays et par BU, et il y a finalement assez peu de transfert de ce qui est fait en France, VS en Inde, VS aux États-Unis, etc. Pour autant, il y a des vidéos, etc., qui se prêtent très très bien à un public, à tout public, notamment des vidéos d'actualité. Nous, on fait des mêmes médias, typiquement tout ce qui se passe en Israël et en Palestine, etc. Ça peut très bien intéresser le français, comme l'américain, comme l'indien, comme n'importe qui d'autre. Et donc, du coup, comment on fait pour, à partir d'un premier contenu, qui soit en français ou pas d'ailleurs, comment je fais pour le mettre dans une autre langue? À première vue, peut-être que vous avez vu passer des petites démos, etc., où vous avez une personne qui parle avec différents langages, etc., au sein de la même vidéo. On a l'impression que c'est hyper fluide. Et puis, quand vous essayez de le faire, c'est beaucoup moins fluide parce que la version démo marche très très bien. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas tout le temps en train de filmer une personne où le son est extrêmement limpide, sur lequel elle ne bouge pas, il n'y a qu'une seule personne qui interroge, etc., etc. Il y a plein de sujets. Et c'est un petit peu tout ça qu'on a voulu craquer, qu'on est en train de craquer actuellement chez Brut. Donc très concrètement, ça veut dire quoi traduire une vidéo brute? Donc il y a différents sujets. Celui qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, c'est la traduction des métadonnées de publication, tout ce qui est titre, description. Mais on va commencer déjà par essayer de créer un dubbing, donc un doublage de la vidéo d'origine, soit en remplaçant la voix d'origine par une voix de synthèse, soit en calant par-dessus la voix d'origine une voix de synthèse, un peu comme les doublages à la MTV, fait bien particulier. Et puis après, on va aller régénérer des sous-titres à partir de cette voix de synthèse. Les sous-titres, on le verra après, c'est un sujet hyper important parce que sur les réseaux sociaux, avoir de bons sous-titres, ça a un impact direct sur la performance et sur la rétention de nos publications. Donc on a passé du temps à essayer de comprendre comment on pouvait automatiser la création de ces sous-titres-là. Et puis après, il y a un sujet de traduction de tout ce qui est graphique qui va apparaître sur la vidéo. Donc tous les éléments textuels, des cartons de présentation de gens qui apparaissent à l'écran, etc. Donc l'idée de ce talk, c'est de vous présenter comment, sans être des experts de LLM, parce qu'on n'est pas des experts de LLM, on a une équipe de data science qui est assez réduite, mais comment avec des outils qui sont disponibles sur le marché, en open source et en utilisant des API tierces, on a été en mesure de construire un outil de traduction automatique des vidéos et de le rendre opérationnel pour nos équipes de journalistes et les équipes éditoriales. Donc la première étape, ça va démarrer par générer un transcript, donc la version textuelle de ce qui va apparaître à l'audio, et une diarisation. Donc la diarisation, ça permet de savoir quels sont les différents speakers qui sont dans la vidéo et à quel moment ils interviennent. Ça va être utile pour changer les voix de synthèse qui vont être réintégrées. Et de pouvoir prendre des voix différentes pour des speakers qui sont différents. Donc pour cette partie transcript et diarisation, on a commencé par utiliser un modèle OpenAI Whisper qui est disponible et qui utilise une architecture de transformer et qui a d'autres spécificités par rapport aux autres outils d'ASR, donc d'Automatic Speech Recognition. C'est la volumétrie du dataset d'entraînement.
Généralement, les modèles ont plutôt tendance à être entraînés sur des datasets comme LibriSpeech qui sont, je crois, autour de 960 heures, là où sur OpenAI Whisper, il y a eu plus de 680 000 heures de transcripts et d'audio qui ont été utilisés pour l'entraînement. Principalement des données qui sont issues du web, donc ce qui permet d'avoir un moteur de transcription et de traduction qui est multilingue et assez simple à utiliser, et à coupler avec des outils comme PyAnnotate, pardon, qui va me permettre de faire la partie diarisation. Mais on se rend compte en fait que l'utilisation d'OpenAI Whisper, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes d'hallucination, notamment dû au fait que les vidéos brutes, c'est des vidéos qui ne sont pas forcément tournées dans de bonnes conditions. Il y a des documentaires et des interviews qui sont réalisés en studio, mais on va retrouver des reportages qui peuvent avoir lieu dans des cuisines, dans des manifestations, enfin, d'endroits de la vie réelle. Et donc ça, ce bruit de fond-là, les dialogues qui sont... potentiellement des speakers qui vont se couper la parole, les accents, la vitesse du débit de parole, et potentiellement un vocabulaire technique spécifique à un domaine qui va être utilisé, ça menait à beaucoup d'hallucinations. Donc on est passé par une API d'une startup française qui s'appelle Gladia, qui dans son moteur utilise en partie OpenAI Whisper, mais pas que. Et qui a, pour le coup, entraîné son modèle sur plus de 1,8 million d'heures d'audio, et qui nous permet aussi d'avoir de la diarisation, une API REST et un SDK Python pour faciliter l'intégration, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec tous les critères de coût, qualité, scalabilité, etc., c'était vraiment le meilleur choix pour nous. Donc ça, c'est la partie transcript et diarisation. L'autre objectif derrière, c'est de savoir, d'avoir le genre des speakers pour pouvoir leur assigner une voix qui est en rapport avec leur genre, et d'isoler les voix dans l'audio d'origine pour pouvoir réarranger et faire un mixage propre à la fin du process. Donc pour ces deux étapes-là, il n'y a pas de LLM particulier. On a utilisé des outils qui sont disponibles, donc Splitter de Deezer, Segmentor de Lina, qui a été entraîné sur de grosses volumétries de données labellisées, et qui nous donne pour chaque timecode dans la vidéo les différentes... les genres qui sont associés en tout cas au speaker. On s'est aussi posé la question de est-ce que des outils comme ChatGPT étaient de bons traducteurs. On avait le sentiment que oui, en faisant des tests, on avait le sentiment que ça fonctionnait correctement. Un labo chinois qui a réalisé un benchmark sur ce sujet-là en début novembre. Et les conclusions de ce benchmark-là, c'est qu'en effet, ChatGPT, notamment GPT-4, c'est un très bon traducteur, mais sur les langues européennes. C'est un très bon généraliste, mais pas performant sur des corpus techniques ou sur des commentaires Reddit. Que la performance décroît quand on essaie de traduire dans des langues de familles différentes. Et une technique qui est assez utilisée dans le monde de la traduction et qui est visiblement aussi très performante pour la traduction avec ce LLM-là, c'est d'utiliser des langues pivots. Donc si on veut passer du français au chinois, on va plutôt passer du français à l'anglais et de l'anglais au chinois. Et ça va considérablement améliorer les performances de traduction sur les LLM. Au moment de la traduction, il y a un phénomène qui se produit, qui est le taux de foisonnement. Ce taux de foisonnement-là, c'est le nombre de mots qu'on va avoir entre deux langues, le nombre de mots qu'on va avoir en plus ou en moins. Par exemple, du français à l'anglais, on sait qu'on a 10% de mots en moins. Du français à l'espagnol, 10% de plus. Ça peut sembler être un détail, mais ça va avoir un impact considérable sur la vidéo finale. Puisque notre objectif, c'est de conserver la durée de la vidéo finale. Si on a une vidéo qui fait 10 minutes de plus, ça ne va pas coller avec l'image. Donc, il va y avoir des problèmes de rendu final sur les vidéos traduites. Donc là, on fait une étape de reformulation. Donc, on reprend les morceaux qui nous semblent un peu trop longs, un peu trop courts. On va les passer à un LLM et on va lui demander de reformuler ce passage avec certaines contraintes.
des contraintes de style, des contraintes de contexte, c'est aussi des contraintes de taille, notamment sur le nombre de caractères. Donc là, on a un exemple ici. Donc par exemple, Men and Women will be no longer available, qu'on a réduit en Men and Women can study together, and I'll explain, qui est la reformulation de Let me tell you about it. Et ça va nous permettre de conserver la durée initiale de la vidéo et d'avoir un rendu qui va être beaucoup plus qualitatif. On sait que dans ce genre de modèle-là, il y a des choix politiques qui ont été faits au moment de placer des mécanismes de protection pour pas qu'il y ait un usage de ces modèles qui soit un mauvais usage qui soit fait de ces modèles-là. Et donc, c'est très important dans cette phase de reformulation. Garde en tête qu'il y a des choses qui peuvent être intégrées à ce moment-là qui n'étaient pas dans la vidéo initiale. Donc, il y a toujours une phase de relecture qui va avoir lieu pour s'assurer que le message initial de la vidéo et du sujet n'a pas dévié dans la traduction et dans la reformulation Donc, les sous-titres, on en parlait tout à l'heure. C'est un sujet parce que on a avoir de jolis sous-titres, ça permet potentiellement à une population de sourds et malentendants de pouvoir accéder aux vidéos comme tout le monde. Il y a aussi d'usage sur les réseaux sociaux de ne pas regarder les vidéos avec le son et donc d'utiliser seulement les sous-titres. Et donc il y a pas mal d'études qui montrent que ça a un impact assez fort sur la rétention et sur l'engagement des publications. Donc cette qualité de sous-titres, et il faut donc on a passé du temps à essayer de comprendre comment on pouvait l'automatiser. Donc on a utilisé des méthodes de NLP plutôt classiques, donc de l'étiquetage grammatical, pour définir des règles de cleaning de ces sous-titres en fonction de la ponctuation, en fonction des conjonctions de coordination, des adverbes, etc. Ce qui nous permet d'avoir assez rapidement de très bons résultats. Donc je passe rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on passe par une phase de régénération du doublage, donc via un TTS, en utilisant à la fois la diarisation, la traduction qui a été reformulée, la détection de genre et puis l'isolation des voix pour recréer un voice-over qui est complet et qui respecte la durée initiale de la vidéo. On a aussi des sujets donc, sur la modification des graphiques, tous les éléments textuels qui vont apparaître à l'écran. Il n'y a pas de problématique supplémentaire par rapport à tout ce dont on a vu précédemment, mais on a dû s'intégrer fortement avec les outils de post-production pour pouvoir facilement traduire les éléments textuels, et notamment à Premiere Pro. Donc on pilote Premiere Pro via des API pour pouvoir remplacer les traductions qui sont réalisées par des LLM. Donc ça, c'est notre stack final avec les différentes technos qui ont été utilisées. Il y a plusieurs choses qui sont importantes là. C'est que ce use case-là, on n'aurait probablement pas pu le faire il y a quelques mois, quelques années. Déjà parce que les voix de synthèse n'étaient pas aussi qualitatives qu'elles le sont actuellement. Et aujourd'hui, on a des très bons résultats sur des voix qui peuvent être publiés sur les réseaux sociaux. Et parce qu'on n'avait pas autant de précision et de performance avec les outils qu'on avait précédemment qu'avec les LLM, par exemple sur toute la partie transcription, traduction, reformulation. Et si on fait une erreur au début du process, toute cette erreur-là, elle est propagée en cascade dans le reste du workflow et ça rend le projet complètement inutilisable. Là où aujourd'hui, on arrive à avoir de très bons résultats avec toutes ces technos. Vous avez sûrement dû voir passer ces vidéos sur le voice cloning et le lip syncing, notamment celle de Agen, avec cette personne-là qui parle tout au long de la vidéo en changeant plusieurs fois de voix. Nous, on a décidé pour des raisons techniques et aussi pour des raisons éthiques de ne pas adresser cette problématique-là dans un premier temps. Comme l'a dit Adrien, il y a des réticences au niveau des journalistes de voir leur visage voice cloné et avec le lip sync, ce que je comprends tout à fait. Surtout qu'il n'y a pas de cadre juridique encore très clair sur ces problématiques-là. Donc on a préféré mettre ça de côté et garder ça pour plus tard, mais c'est sûr qu'on y arrivera un jour ou l'autre. En synthèse, ce qu'on a fait finalement, c'est on n'a rien développé en interne, ou plutôt on a développé l'utilisation de plein de briques qui existent déjà. On a testé, benchmarké
plein de briques qui existent, parce qu'on s'est vite rendu compte que de toute façon, on n'arriverait jamais à développer quelque chose en interne qui soit aussi pertinent que des boîtes qui se spécialisent sur chacun des éléments. Et ce qu'il y a à retenir, c'est traduire une vidéo, en fait, c'est l'utilisation de plein de petites technologies, et mis tout bout à bout, ça fait quelque chose qui est plutôt cohérent. Du coup, on s'est associé également avec une boîte qui s'appelle CheckSub, qui est une petite boîte française, notamment pour leur aspect graphique, interface utilisateur, parce que, in fine, ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est qu'il y a des partis pris qui sont faits par les algorithmes. On peut tout à fait traduire une phrase avec certains mots, et puis on peut traduire la même phrase avec d'autres mots, etc., en utilisant d'autres mots. Il n'y a pas de traduction qui est parfaite, et c'est souvent un ressenti utilisateur, et ce ressenti-là utilisateur, c'est nos journalistes qui le portent. Et donc, du coup, il faut évidemment leur laisser la main à un moment donné pour qu'ils puissent ajuster quand il y a besoin d'ajuster. Et donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'une interface utilisateur, et CheckSub fait ça relativement bien. Et du coup, ça permet à des utilisateurs de type journaliste, etc., qui sont loin des problématiques techniques qu'on vient d'aborder, d'éditer assez simplement une vidéo, et après, derrière, ça rentre dans le process pour pouvoir la produire, pour pouvoir la fidéliser. Du coup, là, ce que vous voyez, c'est on peut corriger les sous-titres. Vous avez les différentes pistes qui ont été faites. Vous ne le voyez pas ici parce que c'est en option de l'autre côté, mais de savoir qui parle, etc. Là, il n'y a qu'un seul interlocuteur, etc. Donc, c'est la diarisation, par exemple. Je l'ai dit, le split des pistes. Et vous avez différentes fonctions de quelle voix vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser soit du voice cloning, soit des voix sur étagère, etc., qui sont plutôt pas mal. Et pour l'instant, ce qu'on est en train de finaliser encore, c'est pour ça que vous avez un petit whip en haut, c'est comment je fais pour mettre dans une interface un truc assez facile, l'édition de ce qu'on appelle les mogrettes, mais grosso modo, c'est l'édition des textes que vous avez sur les écrans, ce qui est affiché à l'utilisateur. Du coup, qu'est-ce qu'on a produit? Il y a à peu près une cinquantaine de vidéos, maintenant sans doute un peu plus, sur Brut America et Brut Spain, qui ont été produites à partir de cette approche. 50 vidéos short, donc c'est des vidéos qui sont relativement courtes et qui sont relativement simples à traiter, dans le sens où la plupart du temps, ces vidéos, en fait, vous avez des images et vous avez simplement un traitement sur la traduction, donc de la voix, du voice cloning, et sur également la partie sous-titres. On n'a pas encore publié à tout le monde parce que ça, contrairement à Brutia que je vous ai montré avant, ça c'est mis en mode des news, etc. Classiques. Et du coup, ce qu'on est en train de travailler, c'est des vidéos qui sont dites longues chez nous, ou des formats documentaires sur lesquels il y a beaucoup plus d'interactions, où il y a des personnes qui interviennent, etc. Et sur lesquels on veut avoir un rendu qui soit qualitatif. Et pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Ce que ça nous a appris aussi, c'est qu'on accélère énormément le temps de traitement. Je vous ai dit, il y a toujours de l'humain qui agit. Et du coup, ça leur fait quand même gagner énormément de temps, parce qu'il y a quand même des sujets de traduction. On traduit déjà des vidéos. Les journalistes traduisent déjà des vidéos en français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, etc. Et on a une analyse du coup de commentaires. On a très très peu de retours négatifs sur ce qui a été produit. Il y a grosso modo une dizaine de commentaires sur l'ensemble de ces vidéos qui disent ah bah tiens ça a été produit par l'IA, etc. Je reconnais la voix et autres. Mais la plupart du temps, les gens ils commentent la news qu'on est en train de raconter, et en fait ils en ont pas grand chose à faire de savoir si c'est produit par l'IA ou pas, surtout que les habitudes changent. Je ne sais pas si vous utilisez TikTok ou autre, mais il y a de plus en plus de voix de synthèse, et c'est même affiché comme étant une voix de synthèse, et il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Donc on a des performances qui sont aussi bonnes qu'avant, voire de temps en temps, mais ça dépend des sujets qui peuvent être meilleurs. Bon, alors il y a des sujets sur lesquels on ne fait pas ça. Typiquement, il y a des sujets qui sont un peu plus sensibles que d'autres, etc., où on se dit quand même qu'on va peut-être pas, on peut choquer potentiellement si on enlève un peu entre guillemets de l'humain dans ce qu'on est en train de raconter. Et par contre, effectivement, c'est encore 100% géré par l'humain. Nous, d'un point de vue boîte, ce qui change profondément, c'est le rapport qu'on a à la production. Comme je disais, historiquement, en fait, c'est maintenant les journalistes qui vont produire eux-mêmes leurs vidéos. Beaucoup plus facilement, alors que historiquement, en fait, vous avez un process qui est un process un peu plus comme de la télé, c'est-à-dire que vous avez un journaliste qui va chercher un sujet, qui va tourner des quelques plans, etc. Ensuite, ça arrive en salle de montage, les monteurs font des interactions avec les journalistes, et puis ils se mettent d'accord, et puis après, ils se débrouillent pour la partie diffusion, etc., de quand est-ce qu'on diffuse, à quel moment, et autres. Là, on essaye plutôt de se dire qu'en fait, le journaliste a la main pour pouvoir gérer de bout en bout. Et je vois qu'il reste 9 minutes, donc je vais faire
hyper rapidement. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus? Oui, il y a un truc que finalement on s'est rendu compte, c'est qu'on n'utilise que des briques sur étagère. Ça veut dire que quelque part, le rôle du data scientist, il doit évoluer. Et ça, c'est encore un travail qu'on est à faire, à prendre chez nous. Il y a toujours besoin d'un data scientist pour certains modèles qui sont spécifiques à la boîte. Mais par contre, évidemment que, comme j'ai dit, on ne va pas concurrencer OpenAI, par exemple. Donc, du coup, ça veut dire que le data scientist, il doit jouer un autre rôle que le rôle qu'il jouait il y a encore quelques années. Et je vais m'arrêter là, c'est assez autoporteur sinon. Merci. Merci. Ouais. Un petit peu d'applaudissements. Prendre quelques questions. Merci en tout cas Clément et Adrien, super inspirant. Je vois des questions. Alors il y a une petite boîte qui doit circuler, mais je ne sais pas qui s'en occupe. En tout cas, c'est pas moi. Ça arrive. Ma question, c'est par rapport à la traduction. Comme vous traduisez les paroles de gens qui veulent sûrement que vous répétiez exactement ce qu'ils ont dit et que vous ne parlez pas forcément leur langue, si vous traduisez par exemple quelqu'un qui parle en arabe et que vous n'avez personne qui parle arabe pour vérifier ce que le modèle vous propose comme traduction, comment vous faites pour savoir que le modèle ne s'est pas juste trompé de base? Au-delà de choisir entre deux traductions plus ou moins adaptées, si elles sont toutes fausses parce que le modèle s'est trompé, qui vous le dit? En fait, on a des personnes, comme je disais, en fait, on fait déjà ce travail de traduction en interne. Donc, en fait, il y a déjà des personnes qui sont spécialisées pour valider les traductions, etc. Donc, en fait, nous, ça ne sort pas de ce process-là. Vous avez toujours quelqu'un qui va relire les sous-titres et qui connaît l'arabe, qui connaît... Enfin, alors, c'est pas de la même personne, évidemment. Mais en fait, il y a des personnes qui connaissent à peu près toutes les langues qu'on adresse et du coup, qui sont en capacité de pouvoir attester la qualité de ce qui a été traduit. On ne change pas nos process là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une devant. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous traduisez à partir de plusieurs langues, mais j'ai pas vu du coup sur votre schéma s'il y a une brique de détection de langue d'origine à partir que... Non, il n'y a pas de... Je sais pas si ça marche, oui. Il n'y a pas de brique de détection automatique. On pourrait l'intégrer, mais pour ce trigger-là, il est fait manuellement, donc c'est un paramètre d'entrée en fait de ce workflow. À chaque fois, vous définissez quelle est langue d'origine et quelle est langue destination? Ouais, c'est ça. Il pose d'ailleurs des problèmes. On a une vidéo typiquement quand on interroge Zelensky, etc., où vous avez un journaliste qui parle en français, qui est traduit par un traducteur dans l'oreillette à Zelensky, qui répond en ukrainien. Et du coup, là, ça demande un peu plus de travail, quoi. Manuel, j'entends. Mais on pourrait effectivement. On a une autre question. Pauline qui a fait le tour pour donner la catchbox. Oui, bonjour. Vous parliez des fakes tout à l'heure. Avec la prolifération des fakes dus à l'IA générative, est-ce que ça ne va pas faire émerger des nouveaux besoins en termes d'authenticité ou de reconnaissance d'authenticité des vidéos ou du contenu? Et si oui, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à des solutions technologiques qui permettraient de répondre à ce besoin-là? La parole après, si tu veux. En vrai, pour l'instant, alors, on en parle. Mais est-ce qu'on a des solutions, des outils à apporter? Pas vraiment. Il y a des outils qui existent sur le marché qui permettent de savoir si la vidéo a été transformée par un algorithme ou autre. Ça existe. Maintenant, ça marche plus ou moins bien. Mais ouais, c'est compliqué. Après, le travail d'un journaliste, notamment pour l'authentification des sources, c'est souvent qu'il recoupe les sources, etc., évidemment, mais c'est souvent qu'on s'adosse quand même à des sources qui sont normalement crédibles. Et le plus grand danger, ce qui se passe, et ce qui s'est déjà passé, c'est quand vous avez un grand média qui est avec une crédibilité qui est très grande, qui atteste d'une vidéo ou d'une image qui serait bonne, qui serait pas un fake, et qui se font avoir. Et du coup, tous les autres médias disent, si ce média-là a dit ça, il est sérieux, et du coup, je le reprends. Et ça, là-dessus, pour l'instant, les garde-fous sont quand même assez légers, à mon sens. Et d'un point de vue technique, peut-être que... On va prendre une dernière question. Bonjour, merci pour votre présentation très intéressante, indeed. Je me posais la question, juste pour rebondir sur ces sortes d'authentification, est-ce que vous avez par exemple envisagé de signer vos vidéos avec un NFT, des checksums, c'est peut-être une piste à envisager. Ma question, elle tourne plus autour des coûts de production. Et je me demandais si ce modèle que vous nous avez détaillé, il était portable sur une grosse volumétrie, parce que là, vous avez parlé de 50 vidéos courtes. Est-ce que c'est un truc niveau groupe brut? Vous pensez que financièrement, c'est généralisable? Voilà, si vous pouviez juste nous donner quelques bribes d'infos sur le coût. La parole sur la montée en charge, on est plein dedans.
Là, il faut savoir que ça, c'est un truc qu'on présente maintenant. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Évidemment, ça fait pas 10 ans qu'on fait ça. Hein. Nous, grosso modo, les premières sorties datent de septembre. Donc, vous voyez, c'est quand même assez frais. Évidemment, le côté scalabilité est hyper important. Ça coûte. Le fait d'utiliser plein de briques sur étagère, c'est hyper cool parce qu'on accède à des modèles qui sont assez performants. Mais à chaque fois, à chaque appel, évidemment, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est de savoir est-ce que, oui ou non, à la vidéo, on a déjà un ROI qui est positif. La réalité, c'est que en fait, c'est souvent qu'on ne remplace pas une activité qu'on a déjà de traduction à côté. Par contre, on augmente notre production et notre capacité à produire. Et ça, c'est quelque part, c'est important. Actuellement, on traduit assez peu de vidéos d'une langue à une autre. Je dirais que c'est grosso modo une dizaine, une quinzaine par semaine, alors qu'on produit énormément de vidéos par semaine, hein, c'est plusieurs centaines. Et du coup, là, ça nous permet de pouvoir faire ça hyper massivement. Donc ça, c'est quand même intéressant là-dessus. Et puis après, sur la question de est-ce que c'est scalable techniquement, Clément? Bah, non, il n'y a pas tout le process. On ne vous a pas présenté tout le process, juste le process de doublage. Mais après, il y a des gros sujets de scalabilité plutôt en aval de ce process-là, sur les projets premières. Parce que industrialiser un process comme celui-ci avec Premiere Pro, c'est pas simple. Et donc on est limité à ce niveau-là. Donc on peut traiter plusieurs dizaines de projets, je ne vais pas dire par jour. On est en plein dans l'industrialisation, mais voilà, je peux juste vous dire que c'est compliqué. Merci, je vous propose de les applaudir.